Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Premier couac gouvernemental sur les pesticides tueurs d'abeilles. Matignon a dû intervenir ce matin pour donner raison à Nicolas Hulot aux dépens du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, pour qui la législation française n'est pas conforme au droit européen sur les néonicotinoïdes. Analyse à suivre. Emmanuel Macron pourrait réunir députés et sénateurs en congrès lundi 3 juillet pour donner un cap au Parlement à la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. L'opposition s'inquiète de l'effacement du Premier ministre et d'une monarchisation du régime. Le débat dans cette édition. C'est officiel, La République en marche a son groupe au Sénat. François Patriat a rassemblé suffisamment d'élus, pour la plupart issus des rangs socialistes, en attendant de nouvelles recrues, certainement après les sénatoriales, mais sans avoir réussi à débaucher des parlementaires LR, UDI ou encore RDSE. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, le hashtag politique 360. Pour m'accompagner ce soir, Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, les chiffres du chômage, les premiers du quinquennat d'Emmanuel Macron, et vous allez le voir, ils ne sont pas bons pour le nouveau président, puisqu'ils ont augmenté de 0,6% pour la catégorie A, soit 22 300 personnes. Mais cela confirme malgré tout une baisse sur un an. Plus de détails dans cette édition. Nicolas Sarkozy avait été le premier à user de sa nouvelle prérogative et à convoquer le Congrès en juin 2009 pour défendre les lois qu'il souhaitait mettre en œuvre. Emmanuel Macron pourrait faire de même pour marquer le début de son quinquennat, grillant ainsi la politesse à son Premier ministre qui doit s'exprimer le 4 juillet devant l'Assemblée nationale. Cécile Sixou. C'est le principe de séparation des pouvoirs. Une fois élu, le président ne peut plus se rendre ni à l'Assemblée ni au Sénat. Mais depuis 2008, il existe tout de même une astuce pour que le président s'adresse directement aux parlementaires. Il peut convoquer un congrès à Versailles. Une réforme voulue par Nicolas Sarkozy qui, lors de son élection en 2007, veut pouvoir communiquer directement avec les parlementaires. Moi, je souhaite aller très loin. Je souhaite que les pouvoirs du président de la République soient encadrés. Je souhaite qu'il y ait davantage de transparence de la présidence de la République. Il imagine donc donner au Congrès, qui vote déjà les réformes constitutionnelles et l'adhésion d'un État à l'Union européenne, une fonction supplémentaire, à savoir la possibilité pour le chef de l'État d'adresser directement un message au Parlement. La réforme constitutionnelle passe in extremis et a pour le moment été utilisée à 2 reprises par Nicolas Sarkozy justement en juin 2009 pour parler de la crise en Europe et défendre les lois polémiques de son gouvernement. Une possibilité institutionnelle également utilisée par François Hollande en 2015. 3 jours après les attentats de Paris, il annonce son souhait d'introduire la déchéance de nationalité pour les individus jugés coupables d'actes terroristes. Emmanuel Macron souhaite changer le caractère exceptionnel de la pratique en se présentant tous les ans devant le Congrès pour rendre des comptes au Parlement sur les avancées de son programme. Michael Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michael. Alors finalement, Emmanuel Macron, c'était une promesse de campagne de réunir le Parlement au Congrès chaque année. On vient de le rappeler à l'instant, mais c'est vrai qu'à l'Élysée, on essaye de trouver une réflexion plus politique, savoir comment le président doit s'exprimer face aux Français. Alors c'est vrai qu'il y a souvent et très très souvent des interviews assez classiques. On verra peut-être le 14 juillet, il répondra peut-être enfin à des questions sur la politique, parce que j'imagine que vous l'avez vu et on le voit chaque soir dans cette émission, il parle peu ou pas de sa politique, de sa méthode. Alors on cherche donc une autre façon de faire, une sorte de discours de politique générale avant le discours de politique générale, un discours sur l'état de la France un peu à l'américaine, comme Barack Obama ou les autres présidents pouvaient le faire sur l'état de l'Union. Voilà, on essaye, on tâtonne, on voit bien encore qu'il n'y a pas de date très précise. Il faut le rappeler encore une fois, c'est reste qu'une hypothèse, cette hypothèse du 3 juillet. Par contre, le principe, lui, il est acté, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Oui, notamment au Premier ministre, qui s'est fait un peu d'ombre à Édouard Philippe. Oui, très sincèrement, ça serait quand même une petite humiliation pour le Premier ministre qui tente depuis le début de cette législature, en tout cas, de prendre le costume de chef de la majorité. C'est pas simple, lui qui vient des rangs de la droite, bien évidemment. Alors on avait connu avec François Fillon un Premier ministre collaborateur. Est-ce qu'on va avoir un Premier ministre
digne d'un porte-parole. Ça reste aussi une hypothèse de travail. Ça montre aussi, bien évidemment, depuis le début du quinquennat, le véritable verrouillage d'Emmanuel Macron sur le pouvoir, l'hyper-président, l'omniprésident dont on en parle très souvent et dont vous faites un titre, bien évidemment, ce soir. C'est vrai que Versailles, la veille du discours de politique générale du Premier ministre, ce serait peut-être quand même que la suite logique des choses, en tout cas de ce qu'on voit depuis ce début de quinquennat. Il n'y a aucun commentaire de la part de Matignon. On laisse bien évidemment l'Élysée décider. Officiellement, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux hommes. Mais la personne que j'ai eue en ligne à Matignon, au son de sa voix, j'ai senti quand même que ça lui plaisait pas des masses ce qui est en train de se passer. C'est donc maintenant au président de trancher. Il a plusieurs options sur la table, dont celle de reculer cette intervention devant le Congrès. C'est peut-être aussi ce qui est en train d'évoluer, l'hypothèse qui est en train d'évoluer à l'Élysée. Une rentrée peut-être de le faire au mois de septembre, une fois l'élection sénatoriale passée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réunion d'un Congrès largement renouvelé, peut-être même avec plus de République en marche rentrant au Sénat, pourrait éventuellement lui donner une forme de majorité. Vous savez qu'il faut 3/5 pour pouvoir éventuellement faire une réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, tel que le Sénat se présente, tel que l'Assemblée se présente, cette majorité, elle est introuvable. On imagine peut-être que tout ça rentre dans sa réflexion. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette analyse. Et justement, nous vous en parlions la semaine dernière, un groupe En Marche va bien voir le jour au Sénat. François Patriat a rassemblé une vingtaine de sénateurs pour constituer un groupe autonome qui défendra la majorité présidentielle à la Haute Assemblée. Une liste sera officiellement déposée mercredi à la présidence du Sénat. Samia Dechir et Quentin Calmy. C'est un premier groupe de 27 sénateurs qui, dès demain, vont afficher l'étiquette En Marche. En coulisses depuis plusieurs semaines, l'élu de la Côte d'Or, François Patriat, est à la manœuvre. Sur Public Sénat, le sénateur a expliqué la démarche. Il va y avoir des textes importants. Et le besoin qu'il y a, c'est un besoin de cohérence. Il faut que nous soyons ceux qui veulent soutenir le gouvernement, qui soutiennent la politique du Premier ministre et du Président de la République, doivent pouvoir être cohérents. Vous rêvez d'un groupe macroniste transpartisan ? Moi, je rêverais demain d'un groupe qui, voilà, exactement, non pas d'un intergroupe, ça fonctionne pas très bien, mais d'un groupe qui réunisse tous ceux qui sont la République en marche demain. Un groupe qu'il voulait ouvrir aux sénateurs de tous bords politiques, de Jean-Pierre Raffarin chez les LR à Didier Guillaume au PS. Finalement, ce ne sont que les sénateurs convertis dès la première heure qui devraient rejoindre ce groupe. Nicole Bricq, Parisa Chiari, des personnalités qui ont rejoint En Marche depuis plus d'un an. Seulement 2 républicains constructifs ont répondu à cet appel du pied. Les centristes ou encore les radicaux ont pour leur décliné l'invitation tout en expliquant vouloir soutenir la politique du gouvernement. Prochaine étape, renforcer ce groupe au moment des sénatoriales en septembre prochain. Et première réaction dans notre multiplex avec Nicole Bricq, sénatrice qui a rejoint donc le groupe En Marche du Sénat. Elle est à vos côtés, Saveria Rojek. Bonjour Nicole Bricq. Bonjour. On vient de le voir, 27 sénateurs qui rejoignent officiellement le groupe En Marche du Sénat. 27, ce n'est pas énorme. Est-ce que vous êtes déçu ? C'est pas énorme, mais c'est très important de faire un groupe parce que ça permet de s'identifier et ça permet, je l'espère, de donner envie à d'autres de nous rejoindre parce que nous allons avoir des textes importants qui arrivent très tôt dans cet été commençant et il faudra bien se positionner par rapport aux textes. Donc si on veut faire un bon travail, il faut avoir un groupe, et puis il y a un groupe En Marche qui existe maintenant à l'Assemblée nationale. Alors, pour l'instant, il n'y a dans ce groupe, dans ces 27, que des convertis de la première heure. On l'a dit, on l'a vu dans le sujet, pas de centristes ni de radicaux. Pourquoi ce manque d'engouement, j'allais dire, au Sénat, justement, comparé à l'Assemblée nationale ? D'abord, il y a des réunions de groupe demain matin. Et je sais que des questions seront à l'ordre du jour dans plusieurs groupes par rapport justement au soutien à la majorité présidentielle. Et vous avez remarqué que le Premier ministre n'est pas de gauche. Il l'a dit lui-même qu'il était de droite. Et nous avons un président de la République qui a dit « je veux rassembler la droite et la gauche ». Le gouvernement est composé de gens qui viennent à la fois de la droite et de la gauche. Donc, les groupes qui se réunissent demain matin
vont amener les sénateurs de ces groupes à se positionner par rapport à la majorité présidentielle. Vous nous dites qu'il y aura des annonces demain, des grosses annonces demain. Et donc je pense qu'il y aura des sénateurs. Lesquels? Dans le groupe socialiste comme dans le groupe centriste, par exemple. Et chez les Républicains, qui, s'ils se considèrent comme minoritaires, ne resteront pas minoritaires. Est-ce que vous avez des noms? Donc je n'ai pas de nom, mais je sais que des questions leur seront posées et des votes auront lieu, qui clarifieront les choses pour ceux qui y répondront. Donc ça, c'est très important. Et il y a en plus un renouvellement sénatorial important. Donc les choses bougeront également en septembre. Voilà, mais ça rime qu'à ce qui existe. Donc nous sommes les premiers et nous ne sommes pas des convertis. Nous croyons à la réussite de cette majorité présidentielle. Nous voulons la soutenir clairement. C'est pas de dire on prend à la carte. Non, on prend pas à la carte. Nicole Bricq, un autre sujet, la possible convocation du Congrès à Versailles. Emmanuel Macron qui envisagerait donc de convoquer le Congrès. La veille, la date était importante, la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que ça dit de la pratique du pouvoir aujourd'hui? Pour l'instant, la date n'est pas connue. Il y a une conférence des présidents au Sénat qui est organisée jeudi, je crois, et qui fixera un ordre du jour et il tiendra compte évidemment de cette perspective. Mais moi, j'y vois la reconnaissance du travail parlementaire par le président de la République. Oui, mais l'exécutif n'a plus qu'une seule tête aujourd'hui en France? L'exécutif, il a toujours eu deux têtes, mais il y a quand même une anomalie dans le système actuel depuis l'inversion du calendrier et le quinquennat. Et moi, je pense qu'il faut tirer la leçon maintenant, quelques années après. Il faut que les élections législatives aient lieu en même temps que l'élection présidentielle. C'est quand même la meilleure manière de résoudre ce problème. Très bien, merci Nicole Bricq d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Séveria pour cette réaction en direct. C'est Matignon qui a dû rapidement éteindre l'incendie avant de voir s'amplifier ce qui ressemble au premier couac gouvernemental avec l'opposition ce matin de Stéphane Travert à Nicolas Hulot, le ministre de l'Agriculture qui souhaitait revenir sur l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes contre l'avis du ministre de l'Écologie, Samia Dechir. C'est Nicolas Hulot qui aura eu gain de cause. Matignon a tranché ce midi par voie de communiqué de presse. Le gouvernement ne reviendra pas sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l'occasion d'une réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier. Pourtant, ce matin sur RMC, le ministre de l'Agriculture reconnaissait vouloir lever dans certains cas l'interdiction de ces pesticides tueurs d'abeilles. Votée en juillet dernier, la loi biodiversité va plus loin que le droit européen. Elle prévoit d'interdire les néonicotinoïdes d'ici 2020. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. L'annonce a fait bondir le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot. Avant son arrivée au gouvernement, il avait milité pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Il a réagi sur Twitter en s'opposant fermement au projet du ministre de l'Agriculture. Les interdictions de néonicotinoïdes et épandage aérien ne seront pas levées. Les arbitrages ont été rendus en ce sens. Deux ministres, deux sons de cloche différents. Mais l'arbitrage aura été rapide, sans doute pour éviter tout risque de voir enfler le premier couac du nouveau gouvernement. À 2 jours de la présentation au Conseil des ministres des ordonnances sur la réforme du Code du travail, le gouvernement poursuit la consultation des partenaires sociaux. Parmi les dispositions qui inquiètent, les contrats de projet. Explication Julien Desbages. C'est la nouvelle arme du gouvernement pour lutter contre le chômage, le CDI de projet. Ce nouveau contrat permettrait à l'employeur d'embaucher un salarié pour une mission particulière. Concrètement, le salarié signe pour une durée indéterminée. Le contrat n'est pas limité dans le temps, il ne touche donc pas de prime de précarité. Mais dès que sa mission est terminée, l'employeur peut mettre fin à la collaboration sans motif réel et sérieux. Si le projet dure 6 mois, le contrat durera 6 mois. Si le projet est repoussé, si le projet est enrichi, si le projet finalement doit durer 8 ans, ce contrat-là aussi durera 8 ans. On comprend que l'intention du gouvernement à ce stade est précisément d'adosser ces contrats sur la réalisation de projets. Donc, à contrario, ça veut dire que pour la vie de tous les jours
d'une entreprise, le CDI doit rester la norme. Mais pour les syndicats, justement, ce nouveau type de contrat pourrait servir à remplacer les traditionnels CDI. Cette réforme, réclamée depuis longtemps par le MEDEF, existe déjà dans le secteur du BTP. Le gouvernement parle de flexibilité, la CGT, elle, plutôt de précarité. C'est clair que c'est une ligne rouge pour la CGT et donc on informe, on développe les échanges avec les salariés qui vont être les plus exposés. Puis la seule solution, évidemment, c'est de construire une mobilisation importante, d'abord dans les entreprises et puis à la rentrée, toutes les entreprises, tous les secteurs professionnels confondus pour s'opposer à ce projet de loi. Reste à savoir quels secteurs seront concernés par ces nouveaux types de contrats. Cela devrait être précisé normalement demain lorsque le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres. Et on retourne salle des conférences où nous attend Saveria Rojek pour une autre réaction à ces ordonnances qui se préparent avec la sénatrice présidente du groupe communiste ici au Sénat, Éliane Assassi. Bonjour Éliane Assassi. Bonjour. Alors on vient de le voir sur la loi travail, le gouvernement veut aller vite. Hier dans le JDD, Muriel Pénicaud évoquait un contrat de chantier étendu à d'autres métiers. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites attention? Oui, je le dis aujourd'hui et nous l'avons dit dès lors que nous avons appris que le gouvernement allait procéder par voie d'ordonnance. Vous savez que nous sommes opposés aux ordonnances et a fortiori sur un sujet comme le Code du travail. C'est un sujet très important qui nous a beaucoup mobilisés, qui a mobilisé des millions de gens il y a encore peu de temps de cela. Et donc les nouveaux contrats que propose Madame la ministre du Travail sont une sorte de contrat qui renforce la flexibilité du travail et la précarité aussi de celles et ceux qui seront confrontés. Donc ce que nous voulons faire, c'est bien évidemment créer les conditions pour que, après la loi d'habilitation, les ordonnances seront donc discutées à l'automne, nous revenions sur le fond et que nous disions, et j'espère qu'il y aura des mobilisations à ce moment-là, pourquoi nous sommes opposés tant à ces contrats qu'à l'ensemble des mesures que contiendront ces ordonnances. Éliane Assassi, un tout autre sujet, le congrès à Versailles. Emmanuel Macron, on l'a appris ce matin, envisagerait de convoquer le congrès à Versailles la veille du discours de politique générale du Premier ministre d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que ça dit de la pratique du pouvoir aujourd'hui en France? C'est très inquiétant. Sincèrement, si c'est avéré, si effectivement il y a un congrès avant la déclaration de politique générale, la veille, tout à fait la veille, ce serait extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on serait passé sous un autre régime, le régime de l'hyper-présidence, qui ressemblerait quand même un petit peu à une monarchie. Moi, je trouve que ce serait en plus lancer un message, le président lancerait un message à son gouvernement pour lui dire que, grosso modo, il n'a pas tellement confiance en lui, qu'il préfère prendre les rênes, donner les ordres et ensuite le gouvernement exécute. Alors quant au Parlement, on ne sait pas ce qu'il deviendrait dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous nous dites? L'exécutif n'a plus qu'une tête en France? Oui, c'est ce que je vous dis. Effectivement, l'hyper-présidence, c'est ça. C'est M. Macron, le président de la République, qui décide de tout et qui demande aussi bien au gouvernement qu'au Parlement, puisqu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. On va voir de quoi il en retournera lors des sénatoriales. Voilà, donc c'est grave pour notre République. On est dans on amorce un virage quand même. Qu'est-ce que ça dit des rapports, des relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Olivier Faure, le patron des députés socialistes, dit que c'est une humiliation. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que le président viendrait donner ses ordres au Congrès et ce serait un exécutant. Rappelez-vous de la fameuse phrase de M. Sarkozy vis-à-vis de M. Fillon à l'époque. Donc M. Édouard Philippe ne serait qu'un collaborateur du président de la République. Édouard Philippe ne peut pas exister sous Emmanuel Macron? C'est ça que ça dit? Ça pourrait être ça. Oui, ça pourrait être ça. On verra bien, puisque pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations sur la réunion de ce congrès le 3 juillet. J'entends même le 14 juillet. Alors, si c'était le 14 juillet, le 13 juillet. Vous imaginez le 13 bien. Juillet. Oui, mais la symbolique, Absolument. même le 13 juillet. Donc voilà, on est dans ce moment qui est, je le répète, inquiétant pour la République tout entière. Très bien. Merci Éliane Assassi d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Merci à vous, Saveria. On en vient maintenant à notre premier débat qui concerne l'avenir et la reconstruction de la gauche. Ce week-end, PS et PC étaient respectivement réunis pour leur conseil national. Chez les communistes, 3 chantiers ont été ouverts. L'opposition à Emmanuel Macron, la réinvention du parti et la réédification de la gauche. Stéphane Amalian. C'était en 2012 un mariage de raison sous la bannière du Front de gauche. En 2017, PCF et France Insoumise font chambre à part. C'était le souhait du patron des communistes à l'Assemblée, André Chassaigne, farouchement opposé à Jean-Luc Mélenchon. Non, franchement, je ne communique pas là. Mais à l'ouverture du Conseil national du Parti communiste, chacun sait qu'il faudra composer avec Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis doivent valider demain la mise en place d'un comité de liaison pour une collaboration entre les 2 groupes parlementaires. Il y a aujourd'hui 2 groupes distincts à l'Assemblée nationale. On verra ce que le temps, la situation politique nous amènera à faire ensemble. En tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que nous serons sur des batailles communes. Et je crois que dans la situation politique et dans ce qui nous est annoncé, c'est le plus important aujourd'hui. Le Parti communiste souhaite également se reconstruire pour survivre et évoque un congrès extraordinaire en 2018 pour impliquer davantage les citoyens dans la vie politique du parti. Notre travail portera sur l'ambition de repenser notre activité et notre organisation dans les lieux de travail et dans les quartiers populaires. Nous voulons donc être le parti qui permette le réinvestissement par les milieux populaires de tout le champ politique et ce sera évidemment une de nos priorités de travail. Des consultations sont prévues tout l'été dans les sections départementales du parti et des changements sur la forme seront discutés. Nous voulons également changer notre identification politique et notre communication nationale. Nous voulons devenir le parti du commun, cette idée qui est fondatrice pour nous puisqu'elle est au cœur de notre nom. Pierre Laurent ne ferme pas la porte à un débat sur l'image que dégage le PCF, sans toutefois aller jusqu'au changement de nom du parti. Et on ouvre le premier débat de Politique 360 avec mes invités sur ce plateau. Pierre Jacquemin, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Regard et auteur de Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Merci d'être avec nous. J'accueille également Denis Sieffert. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la publication de l'hebdomadaire Politis. Bienvenue à vous. Alain Bergogneau est également sur ce plateau. Bonsoir. Historien, président de l'Office universitaire de recherche socialiste, l'OURSS. Et enfin Frédéric Savicki. Bonsoir. Docteur en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du Parti socialiste, auteur du livre Les réseaux du Parti socialiste, sociologie d'un milieu partisan aux éditions Belin en 2017. Première question pour vous, Alain Bergogneau, pour ce qu'on a vu de la situation du Parti communiste avec ce reportage de Stéphane Amalian. On va s'intéresser aussi à celle du Parti socialiste. On a souvent fait l'analogie avec la débâcle connue en 69 avec Gaston Defferre, avec celle des législatives de 93. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le PS traverse sa pire crise ? La pire, sans doute, mais c'est une crise de nature différente. C'est-à-dire que les autres crises étaient dans un système politique, celui de la Ve République, qui tendait vers l'opposition droite-gauche. Là, on est dans un autre système politique, avec une grande force centrale, et puis avec 2 ailes d'opposition, et des problèmes majeurs. Centrale et centrifuge, on pourrait dire. Oui, et puis avec 2 ailes d'opposition à l'extrême droite et à l'extrême gauche, et puis avec 2 partis de gouvernement qui sont en grande difficulté. Mais la droite aussi, mais le Parti socialiste plus fortement. Donc c'est une crise fondamentale et qui va demander effectivement une rénovation idéologique, stratégique, organisationnelle et de trouver les moyens de réapparaître utile pour les électeurs. On va venir effectivement aux moyens de réinventer et de retrouver une identité pour le Parti socialiste. Vous partagez cette analyse, Frédéric Savicki. Pourquoi le Parti socialiste n'a pas su résister à la fin du clivage droite-gauche, selon vous ? Alors, je ne sais pas s'il y a une fin du clivage droite-gauche. Il y a une redéfinition des lignes de clivage entre la droite et la gauche. Emmanuel Macron a tout fait pour organiser la fin de ce clivage en attendant. Oui, et en même temps, quand on reconnaît qu'on prend le meilleur de la droite et de la gauche, c'est que la droite et la gauche veulent encore dire quelque chose. C'est-à-dire que je pense que sa stratégie est une stratégie effectivement centriste, qui vise effectivement à agréger, à remettre en cause les lignes de clivage à l'intérieur donc de la gauche. Et c'est tout le problème du Parti socialiste, qui est qu'une partie importante
importante quand même des militants, de la France En Marche, des élus, des candidats, voire des ministres et des membres des cabinets qui composent certains des ministères, sont effectivement des gens qui viennent de près ou de loin du Parti socialiste. Et donc tout le problème aujourd'hui du Parti socialiste, c'est aussi de gérer sa position par rapport au gouvernement, et puis humainement, c'est de voir si on peut continuer malgré tout à travailler ensemble, c'est-à-dire pas simplement être dans le même parti, mais aussi par exemple continuer à gérer des collectivités locales, des villes, des régions, des grandes agglomérations, des départements. Et donc ça veut dire que l'impact que la création d'En Marche et la conquête du pouvoir par Emmanuel Macron va se répercuter pas simplement en haut, mais aussi à tous les niveaux du parti. Et c'est à ça aussi qu'il va falloir faire face d'une manière ou d'une autre, avec évidemment cette particularité, c'est que sur sa gauche, le Parti socialiste a vu réémerger quelque chose qu'on croyait non pas disparu, mais affaibli durablement, qui est voilà, une gauche radicale qui vient en partie du milieu communiste français, mais aussi, on peut dire, d'un monde plus libertaire, plus contestataire, plus syndical, plus associatif. Et ça, le Parti socialiste, d'une certaine façon, n'y avait pas été confronté à ce niveau-là, voilà, d'où il est pris entre deux chaises, et ça va être très très compliqué. Ouais, alors justement, comment on fait, Pierre Jacquemin, pour trouver une place pour le Parti socialiste, coincé entre les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et puis les macronistes, on va dire? Eh bien, je crois qu'il faut que le Parti socialiste tranche un débat qui ne l'a pas tranché depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je crois aujourd'hui le Parti socialiste connaît une crise qui me paraît être une des plus grosses crises qu'il ait eu à traverser jusqu'à maintenant. Frédéric Savicki a dit quelque chose de très juste. Je crois qu'il y a une vraie déconnexion, ou en tout cas, il y a un vrai divorce qui s'est opéré ces dernières années entre les militants, en tout cas la base électorale, les sympathisants socialistes et ceux qui ont fait le Parti socialiste, c'est-à-dire les élus, les cadres du Parti socialiste. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des cadres, des élus et des collaborateurs de cabinet aujourd'hui sont partis, en tout cas ont fait le choix En Marche, même si je crois, encore une fois, évidemment au conflit, au clivage droite-gauche, parce que je ne peux pas croire aujourd'hui, effectivement, il y a un hégémonisme, il y a une réussite, il y a un succès de En Marche, il faut le reconnaître, il ne faut pas le nier, il est évident. Je crois pour autant que quand on a connu effectivement cette dispersion politique qu'on a connue dans le cadre de cette présidentielle, il y a toujours une tentation centriste. Et donc la tentation centriste n'est pas une tentation sur le long terme. Ça veut dire que je crois que le clivage droite-gauche va aujourd'hui réapparaître. Il va réapparaître parce que, d'abord, c'est nécessaire. La politique du bon sens telle qu'on voudrait nous la faire croire, parce qu'il y a du bon à gauche, il y a du bon à droite, je n'y crois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, l'abstention, parce que c'est aussi ça qui a été l'élément important de ces dernières échéances, c'est l'abstention, c'est le désintérêt, ou en tout cas le désamour des Français avec leur politique. C'est aussi parce qu'ils ne croient pas que la politique peut changer la donne. Et effectivement, le logiciel qui est celui d'Emmanuel Macron n'est pas un logiciel qui va changer la donne, puisque c'est un logiciel que l'on connaît, qui a déjà été fait par les précédents quinquennats. Et donc, du coup, ce à quoi aspirent les Français, c'est un mouvement politique qui apporte des solutions nouvelles. Et je finirai juste là-dessus. Ce en quoi Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avec la France Insoumise, a réussi une chose, c'est que la tradition des partis politiques, à quoi sert un parti politique aujourd'hui? Un parti politique sert à inventer des idées. Il sert aussi à réunir des militants et à avoir des pratiques militantes et à avoir un lien aussi avec la pensée. Aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques, que ce soit le Parti communiste français, le Parti socialiste, y compris d'ailleurs sur la question du renouvellement de la pensée politique, eux-mêmes ont externalisé la pensée politique, puisqu'aujourd'hui, on a créé des think tanks dans tous les sens et que donc du coup ils ont abandonné, les partis politiques ont abandonné la pensée politique juste pour la conquête du pouvoir. Ce qu'a fait Mélenchon dans cette campagne, c'est de l'éducation populaire, c'est donc de réintéresser les Français, les citoyens à la chose politique. Donc le Parti socialiste pourrait s'inspirer de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas si le Parti socialiste sera en capacité, parce que je crois qu'il est vraiment aujourd'hui arrivé à un stade où il faut qu'il fasse lui-même sa propre critique, et puis il faut voir aujourd'hui qu'il y a une désertion assez forte quand même des cadres du Parti socialiste. Il faut que ce parti se renouvelle. Et encore une fois, d'ailleurs, la ligne de partage, en tout cas ce que sera le Parti socialiste, sera aussi ce qu'il sera au sein de l'hémicycle. On va voir comment l'unité est possible. On va y venir, Pierre Jacquemin, si vous voulez bien. Je voudrais donner la parole à Denis Sieffert. C'est la survie même du Parti socialiste qui se joue. Pourtant, Olivier Faure nous disait encore récemment qu'il vient d'être réélu à la tête du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas un parti mourant. Oui, le parti à l'ancienne, tel qu'il existait encore avant cette séquence électorale, va quand même très très mal. Et il va très mal. C'est une crise d'une nature différente, en effet, de ce qu'on a connu en 69 et 93, parce que c'est pas simplement la baisse et l'affaiblissement d'un parti dans le cadre institutionnel, c'est une perte de territoire.
il a perdu ces 2 territoires, aussi bien sur sa droite que sur sa gauche, qui lui sont disputés et par Macron et par Mélenchon. Et donc là, c'est effectivement, c'est en cela que c'est une crise extrêmement grave. Cependant, moi, je crois que la gauche, parce que je crois beaucoup en effet que le clivage droite-gauche va survivre à cet épisode, qu'il est d'ailleurs présent, parfois masqué, que la gauche a vocation à être pluraliste. Et qu'il y aura toujours, disons, une pluralité, et donc il y a une base qui va se recréer. Est-ce que ce sera le Parti socialiste sous la forme que l'on a connue? Sans doute pas, mais le pluralisme est dans la nature même de la gauche, et je ne crois pas aux hégémonies, et encore moins dans cet espace politique que dans les autres. Ouais, mais c'est pas ce pluralisme qui a conduit à la situation actuelle, cet éparpillement aussi. Alors c'est pas le pluralisme, ça, au sein du Parti socialiste. Je pense que paradoxalement, ce qui s'est passé avec Macron, c'est une forme de clarification. Parce que finalement, les députés socialistes de la droite, disons, n'ont pas disparu. Ils sont partis chez Macron. Ils sont toujours là. Ceux qui ont été sanctionnés, et c'est le grand paradoxe de la situation, ce sont les frondeurs, enfin plutôt la gauche du Parti socialiste, c'est ceux qui avaient pris leur distance avec le quinquennat précédent. C'est le grand paradoxe. C'est ceux-là qui doivent se régénérer et retrouver, disons, de l'oxygène politique. Mais à mon avis, ils y parviendront, d'abord en symbiose avec l'écologie, même si c'est très compliqué conjoncturellement. Ils y parviendront parce qu'encore une fois, il y a quand même un espace de pluralité qui s'impose et qu'il n'y aura pas d'hégémonie, même si la France insoumise va avoir le leadership pendant un bout de temps, et c'est incontestable. Ouais. Alain Bergogneau. Oui, la question clé, parce que qu'une gauche pluraliste existe et même se renforce au fil des années qui viennent, ça je n'en doute pas. La gauche existe, et puis le clivage droite-gauche existe aussi. Il est compliqué, mais il y a des différences d'intérêt entre le capital et le travail. Il y a des visions différentes des libertés, etc. Mais la question difficile, et c'est là-dessus que la gauche s'est brisée, c'est la question du gouvernement et du pouvoir. Or, ce qui s'est passé là, c'est pour ça que c'est très important. C'est-à-dire que c'est ce qu'avait tenté le Parti socialiste, d'essayer de réunir effectivement, dans le mot souvent moqué de synthèse, des sensibilités différentes, mais pour gouverner. Or là, ce qui est posé, c'est l'existence même d'une gauche de gouvernement. Or, on peut connaître des années, comme au début des années 60, de débats extrêmement intéressants, mais il arrive à un moment où il faut se poser la question du gouvernement et du pouvoir. Et c'est là que les contradictions arrivent. Et lorsqu'on regarde, parce que la situation française, évidemment, a ses particularités fortes, mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que les gauches, lorsqu'elles arrivent, sont au pouvoir, elles ont des difficultés. Et ce qui s'est passé en Grèce est, de ce point de vue, tout à fait intéressant. Au pouvoir, Syriza a tenté une politique de type social-démocrate. Par contre, ce type de politique au Portugal réussit. Mais il faut poser un certain nombre de conditions, de sérieux, etc. Donc le vrai problème qui va se poser à la gauche, une fois passée une période effectivement de recherche, de régénération, de travail sur les idées, c'est qu'à un certain moment, comme en 1965, si on prend cet exemple historique, eh bien, il faudra bien se poser la question comment on réunit les forces, avec quelle stratégie et pourquoi faire. Et là, c'est trop prématuré puisqu'on sort d'une lourde défaite, mais cette question, elle se reposera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ouais. Oui, je pense que la question européenne est une question effectivement centrale. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Benoît Hamon ce matin expliquait qu'il y avait énormément de convergence avec Jean-Luc Mélenchon sur l'ensemble des sujets, à part la question européenne, un peu comme Mitterrand d'ailleurs disait en 69, j'ai énormément de convergence avec les communistes, à part l'expérience de l'Union soviétique. Donc je crois que la question européenne, sur la question notamment des traités, et la question budgétaire et la question des politiques d'austérité, est une question cruciale que les socialistes devront régler et devront appréhender et donc répondre. C'est-à-dire que les politiques d'austérité qui ont été menées dans le cadre du quinquennat de François Hollande, avec les points de cristallisation, en tout cas les points de conflit qu'il y a pu y avoir avec la loi travail ou encore avec le pacte de compétitivité, sont des points effectivement qu'il va falloir trancher dans le logiciel du Parti socialiste pour espérer effectivement créer, parce qu'effectivement le Parti socialiste a toujours eu cette vocation majoritaire ou cette vocation hégémoniste, pour créer des alliances, pour créer des ponts entre la gauche de Benoît Hamon, la gauche de Pierre Laurent ou la gauche de Jean-Luc Mélenchon, y compris d'ailleurs la gauche écolo. Il va falloir que cette question, la question des traités européens et la question budgétaire, en tout cas la question de la soumission ou la question de la conformité des logiques libérales européennes, soit tranchée au sein du Parti socialiste.
Autre enjeu, Frédéric Savicki, pour le Parti socialiste, c'est maintenir l'unité du groupe. On sait qu'il y aura cette question cruciale sur la stratégie adoptée par rapport au gouvernement. Faut-il voter contre la confiance, s'abstenir? Alors ça a été débattu lors du Conseil national. À l'unanimité, on a dit qu'on voterait l'abstention. Quelle est la meilleure stratégie? On a dit qu'on ne soutiendrait pas le gouvernement, donc ça ouvrait la porte soit à l'abstention, soit un vote contre. Soit un vote contre. Écoutez, ça, c'est important parce qu'évidemment, ça marque symboliquement une division. Si demain, la moitié du groupe socialiste, voire plus, s'abstient et l'autre vote contre la confiance au gouvernement, on risque fort effectivement d'avoir un groupe qui va par la suite exploser parce que la question va se reposer ensuite sur le vote des ordonnances dans le cadre de la loi travail et puis d'autres mesures. Donc là, c'est effectivement, on pourrait dire, un moment de vérité. Alors, il est sans doute souhaitable que les choses se clarifient. Là, on va peut-être reculer pour mieux sauter, mais il est clair que ça ne peut pas durer comme ça. La politique qui a été menée, engagée par Emmanuel Macron, notamment en nommant comme Premier ministre Édouard Philippe, est une politique qui est quand même clairement orientée effectivement vers la droite, beaucoup plus que vers la gauche, puisque tous les ministères économiques importants sont tenus par des gens qui viennent de la droite. Donc si le Parti socialiste et les députés, plus exactement socialistes, sont majoritaires à donner leur confiance, même en s'abstenant dans le gouvernement, ce n'est pas lisible politiquement. En tout cas, ça ne pourra pas durer dans la même structure. J'ajoute une chose, parce que c'est pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a le problème de la question européenne, il y a des enjeux comme ça qui séparent la gauche, mais il y en a d'autres, évidemment, qui sont à régler. Et je pense qu'un des problèmes de la gauche, c'est qu'elle est aussi victime du système institutionnel français. C'est-à-dire que l'ampleur de la majorité d'Emmanuel Macron tient beaucoup au scrutin majoritaire à deux tours. La difficulté pour la France insoumise et le Parti socialiste à s'accorder va tenir beaucoup, effectivement, à un mode de scrutin qui oblige parce que c'est un majoritaire à deux tours, à faire des accords. Il est clair que si on devait adopter un système proportionnel, les choses seraient d'une certaine façon plus faciles parce que les électeurs trancheraient d'une certaine façon le rapport de force et forceraient ensuite à des accords de gouvernement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas et ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, on parlait de Benoît Hamon, qui était à l'invité de nos confrères de France Inter ce matin. Pour lui, c'est une chance, cette situation. On l'écoute. Ce qui est formidable dans la période actuelle, si on ne parle que sur le plan politique, c'est qu'il y a incontestablement un système ou un équilibre des forces qui a été remis en cause par l'élection d'Emmanuel Macron, qu'elle permet aux uns et aux autres de pouvoir réfléchir à nouveau sur le sens de leur engagement, le sens qu'il y a à être de gauche, la redéfinition du clivage droite-gauche, sur quoi se formule-t-il, comment se formule-t-il. On a du temps pour le faire et je pense que c'est bien qu'à nouveau on plonge nos réflexions dans les racines des problèmes que rencontrent les Français. Donc moi j'y vois une opportunité aussi de reconstruire et de refaire la gauche. Une opportunité de refaire, de reconstruire la gauche. Ça passe aussi par, on le disait, ce pluralisme que vous évoquiez avec différents mouvements et qui sont portés par Benoît Hamon. Il présentera son mouvement samedi. On sait qu'il y a aussi celui de Mathias Fekl, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo. C'est ça aussi qui va permettre au Parti socialiste de renaître de ses cendres. Je parlais tout à l'heure du pluralisme. Mais point trop n'en faut, le pluralisme. Parce que quand on voit en effet cet émiettement, ça c'est redoutable. Alors Benoît Hamon fait contre mauvaise fortune bon cœur, il ne peut pas dire autre chose. Effectivement, il va avoir du temps pour le coup, mais aussi beaucoup de difficultés. On voit que les écologistes, par exemple, ne viennent pas à son rassemblement samedi, donc c'est déjà un peu un petit échec et un handicap en tout cas. Bon, il va y avoir quand même un autre événement, peut-être, ou un non-événement, je ne sais pas, dans lequel chacun va devoir se positionner. C'est pas dans l'immédiat les questions de gouvernement, mais c'est aussi ce qui va se passer peut-être dans la rue, c'est-à-dire le mouvement social. On ne sait pas ce que ça va donner. Il semble qu'il y ait moins, disons, d'émulation pour l'instant autour de ces ordonnances qu'il y en avait eu contre la loi El Khomri, parce que justement, ça a été très compliqué contre la loi El Khomri. Chacun est nourri de cette expérience. Mais il va y avoir aussi le dialogue entre les ténors, disons, de la gauche. Et là, effectivement, Mélenchon va avoir une position de force. D'abord parce qu'il va avoir une tribune. Et ça va apporter bien au-delà, disons, des murs de l'Assemblée nationale. Et je pense que ceux qui ne seront pas, disons, dans cette position vont être quand même lourdement handicapés, justement, pour parler au mouvement social, pour faire le lien avec le mouvement social. C'est vrai qu'il y a un problème de leadership à Alain Bergogneau. On voit aujourd'hui la plupart des personnalités de la jeune génération. D'ailleurs, ça a été certainement fait volontairement par Emmanuel Macron. Ont eu des candidats en marche dans leur circonscription. Ils ont tous été battus. Qui pour porter ce projet? Personne ne s'est précipité pour prendre la suite de Jean-Christophe Cambadélis. Parce que c'est pas
pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader qui s'impose et qui s'impose aux autres, surtout. Le seul leader, effectivement, à gauche, c'est Mélenchon. Mais c'est là qu'il faut avoir le débat et compliquer un peu les choses. Parce que je disais qu'on n'est pas dans la situation des crises précédentes. Mais Mélenchon, c'est pas non plus simplement la réplique de la gauche, ou d'une gauche qui serait plus audacieuse, plus radicale. Mélenchon pose un problème. Parce qu'à mon sens, c'est à la fois un espace qui a toujours existé effectivement en France, occupé par le Parti communiste, et même quand le Parti communiste était affaibli en 2002, Arlette Laguiller et Olivier Besancenot faisaient 10%. Il y a toujours eu une gauche de gauche en France. Mais Mélenchon, c'est aussi un populisme assumé. C'est autre chose. Et sa volonté, elle est totalement hégémonique. Elle est d'éradiquer le Parti communiste et de remplacer le Parti socialiste. Donc les débats avec Mélenchon ne seront pas simples. Il ne faut pas croire qu'on va retrouver les débats François Mitterrand, Georges Marchais. C'est autre chose. C'est pas un parti, Mélenchon. C'est d'ailleurs lui-même le voit comme un mouvement. Et d'ailleurs assez comparable à celui de Macron de ce point de vue, parce que entièrement centralisé, entièrement personnalisé. Donc on est au début d'un processus. Et avant de retrouver une unité de la gauche, un leadership, comme le disait mon voisin, il y a un certain nombre de questions de fond à trancher. Et il faut nommer les choses. On ne pourra pas rester dans l'ambiguïté. Mais on n'est pas dans une situation simple. Et à mon avis, Jean-Luc Mélenchon pose un problème qui n'est pas de même nature que les face-à-face de la gauche d'hier. On ne peut pas attendre un faux pas de Mélenchon ou un faux pas d'Emmanuel Macron. Ça ne suffit pas à faire une politique et un changement de stratégie pour le Parti socialiste. Non, je le pense effectivement, mais je crois aussi que ça va tenir beaucoup effectivement dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et la manière dont la France insoumise va se dissoudre, va évoluer, va converger vers d'autres mouvements. Et je crois que les signaux envoyés par Jean-Luc Mélenchon sont pour l'instant assez positifs, puisque quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, une des premières choses qu'il a faites, c'est de tendre la main aux communistes pour qu'il y ait un groupe commun. Les communistes ont refusé cette main tendue, y compris d'ailleurs certains socialistes, puisque d'ailleurs ce qu'on reprochait à Jean-Luc Mélenchon d'avoir de sectaires en lui, au sein de, lorsqu'il y avait encore les législatives, il était un des premiers à dire je soutiens d'ailleurs les candidats socialistes qui se sont opposés à la politique, notamment sur la loi travail, etc. Donc il y a une volonté d'ouvrir plus largement ce qui est le cadre aujourd'hui de la France insoumise. Mais effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est non pas... Enfin si, il va se poser la question effectivement du leadership au sein de la gauche. Je crois que clairement, l'enjeu là tout de suite maintenant, c'est pas tant la question du leadership, c'est de comment on crée des convergences, notamment sur la question des luttes sociales. Il y a des centaines d'entreprises qui menacent de fermer. Il y a aussi la question de la loi travail, il y a la question des migrants, qui fait aussi sur laquelle il va falloir une gauche très forte et très soudée pour pouvoir s'opposer à la politique qui est en train d'être menée, y compris aussi d'ailleurs sur la question de la transition écologique. Il va falloir aussi une surveillance approfondie et une opposition très forte au sein de l'Assemblée nationale, donc une opposition soudée là encore. Et puis encore une fois, il y a aussi la question du jeu de la question institutionnelle, où j'espère aussi que là il y aura une convergence suffisamment forte des forces de gauche pour pouvoir porter un changement de règles institutionnelles. On entend votre appel à cette convergence, ça ne résoudra pas la question du Parti socialiste. Comment faire entendre une voix différente justement au sein de cette gauche, peut-être, Frédéric Sabiki? Écoutez, ça dépend de ce qu'on appelle le problème du Parti socialiste. Il faut distinguer la question du parti et la question du socialisme et de ce qu'il peut représenter encore. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Alain Bergogneau, ou est-ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un pluralisme de la gauche et il y a une tradition socialiste qui s'oppose à une tradition de type communiste, alors parce qu'elle n'a pas le même rapport au pouvoir, parce qu'elle n'a pas le même rapport à l'Europe, à la question internationale, elle n'a pas la même tout à fait conception de l'État. Donc ça existe encore. Alors ça se porte mal parce qu'idéologiquement, la social-démocratie est en crise un peu partout en Europe, parce que c'est très compliqué d'imaginer un keynésianisme européen, une politique de régulation de la finance au niveau international. Ça, c'est une difficulté que tous les partis sociaux-démocrates ont et rencontrent, et d'ailleurs ce qui explique que même en Allemagne, un parti qui fait encore 28-30% des voix, qui a beaucoup plus d'adhérents, peine effectivement à exercer le pouvoir, perd les élections locales, est une force d'appoint du gouvernement. Donc cette question-là, elle implique un travail considérable qui ne va pas se régler même simplement dans un face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un travail que doit faire cette famille-là de s'ouvrir vers les intellectuels, vers des représentants du mouvement social, vers les camarades européens pour réfléchir ensemble à tout ça, parce que voilà, et c'est d'où la limite probablement quand même
du mode de gouvernement et d'organisation de Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui, il est confronté à cette même question. C'est-à-dire que son populisme revendiqué, c'est pratique pour gagner une élection, enfin faire un bon score à une élection, mais qu'est-ce que ça veut concrètement? C'est quoi comme programme de gouvernement? Pour s'allier avec qui? Pour faire quoi? Par rapport à l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, on ne peut pas gouverner seul. Donc, il espérait, on pourrait dire, dans une élection présidentielle, faire une très bonne performance en se qualifiant. C'est pas le cas. Donc, ça n'a pas marché. Et maintenant, il faut structurer, il faut reconstruire la gauche. Il y a le Front National qui représente, quoi qu'on en ait, une force pas simplement politique, mais idéologique très très puissante. Il y a le social-libéralisme. Comment on invente effectivement la social-écologie ou le socialisme écologique du 21e siècle? Et là, tout le monde doit et au-delà des partis, se rassembler pour réfléchir, et c'est pas simple. Pour conclure, Denis Sefer, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que ce prochain Conseil national du parti, on sait que c'est le 8 juillet, on attend beaucoup, on a vu beaucoup d'absents encore ce week-end. Est-ce qu'il y aura des réponses qui seront apportées en juillet prochain ? Moi, j'en attends rien, en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un attend quelque chose. C'est très prématuré. C'est très prématuré. C'est très prématuré. Encore une fois, je crois que quelque chose va renaître de cette situation, de ce chaos. J'en suis convaincu. Mais certainement pas dans cette échéance. Et dans la situation où on voit, on a presque tendance à dire, si on était méchants, qu'ils sont encore trop nombreux, parce qu'il y a une trentaine, et les voilà encore divisés en 3/3. Donc c'est quand même vraiment l'apocalypse. Et il faut effectivement un effort de clarification. Il y a au moins que ça, c'est-à-dire qu'ils prennent leur distance avec le quinquennat précédent. C'est la seule chose qui puisse un petit peu, disons, les faire revivre ou les conserver en vue d'échéances futures. Sans doute Hamon n'a-t-il pas pris assez de distance par rapport au quinquennat précédent? Eh bien, merci. Merci à tous les quatre pour votre analyse. Nous vous en parlions à l'instant. C'est aussi Matignon qui a dû rapidement éteindre l'incendie avant de voir s'amplifier ce qui ressemble au premier couac gouvernemental avec l'opposition ce matin de Stéphane Travert à Nicolas Hulot, le ministre de l'Agriculture, qui souhaitait revenir sur l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes contre l'avis du ministre de l'Écologie, Samia Dechir. C'est Nicolas Hulot qui aura eu gain de cause. Matignon a tranché ce midi par voie de communiqué de presse. Le gouvernement ne reviendra pas sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l'occasion d'une réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier. Pourtant, ce matin sur RMC, le ministre de l'Agriculture reconnaissait vouloir lever dans certains cas l'interdiction de ces pesticides tueurs d'abeilles. Votée en juillet dernier, la loi biodiversité va plus loin que le droit européen. Elle prévoit d'interdire les néonicotinoïdes d'ici 2020. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. L'annonce a fait bondir le ministre de l'écologie Nicolas Hulot. Avant son arrivée au gouvernement, il avait milité pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Il a réagi sur Twitter en s'opposant fermement au projet du ministre de l'Agriculture. Les interdictions de néonicotinoïdes et épandage aérien ne seront pas levées. Les arbitrages ont été rendus en ce sens. Deux ministres, deux sons de cloche différents. Mais l'arbitrage aura été rapide, sans doute pour éviter tout risque de voir enfler le premier couac du nouveau gouvernement. Arnaud Gossement, avocat spécialiste en droit de l'environnement, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Arnaud Gossement, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc avocat spécialiste du droit à l'environnement. Est-ce que vous êtes soulagé de la décision qui a été prise? Je rappelle donc que le gouvernement ne reviendra pas sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Vous êtes donc soulagé? Soulagé, voire même un peu admiratif, parce que la position de Nicolas Hulot est une position claire, non pas admiratif par rapport à la position du ministre de l'Agriculture, mais par rapport à celle du ministre de l'Écologie. C'est vrai qu'il n'a même pas cherché de compromis sur cette affaire-là, sa position était claire, et du coup le résultat lui-même est clair. Donc c'est une victoire pour lui, et c'est très important puisqu'il est en début de mandat, donc on espère évidemment un ministre de l'Écologie fort et combatif, ça a été le cas. Vigilant quand même, puisque effectivement, il ne faut pas oublier que la loi sur la biodiversité a ouvert une période jusqu'en 2020, au cours de laquelle, malgré tout, si le principe
principe, c'est l'interdiction. Il peut y avoir des dérogations à cette interdiction. Et en réalité, ce qu'a demandé le ministre de l'Agriculture, c'est une dérogation. Voilà, exactement. Comment vous interprétez les déclarations donc, du ministre de l'Agriculture, de Stéphane Travert, qui a dit ce matin vouloir lever l'interdiction dans certains cas? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Le principe, c'est l'interdiction. Mais c'est vrai que par exception, tout principe a ses exceptions, il peut y avoir des dérogations qui seront octroyées par un arrêté signé du ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé. Ces trois ministres, après une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, peuvent effectivement octroyer des dérogations au cas par cas. On imagine que ça pourrait être le cas lorsqu'un produit ne connaît pas d'insecticide alternatif. La position de Nicolas Hulot est claire, c'est qu'il n'acceptera pas de dérogation, y compris si la loi ouvre cette possibilité. Et quant au ministre de l'Agriculture, il aurait aimé manifestement bénéficier de cette possibilité. J'imagine effectivement que... Pour quelle raison il aurait aimé ça? Pour quelle raison il cherche à faire ça, le ministre de l'Agriculture? Parce que le ministre de l'Agriculture a des interlocuteurs. D'un ministère à l'autre, ça varie. C'est sûr que le ministre de l'Écologie a plutôt les ONG en interlocuteur, alors que le ministre de l'Agriculture va plutôt avoir certaines fédérations professionnelles. Tout ça n'est pas homogène. Soyez un peu plus clair. À qui faites-vous référence précisément quand vous parlez des interlocuteurs du ministre de l'Agriculture? À personne, parce qu'en réalité, lors des débats parlementaires de la loi sur la biodiversité, certains députés sont montés au créneau contre cette interdiction, mais n'ont jamais dit pour qui ils militaient, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a bien vu des reprises de position, des reprises d'amendements. On a l'impression qu'il y a un mot qui ne veut pas être prononcé, c'est le mot lobby, alors que c'est bien à ces lobbies que vous faites référence quand vous parlez des interlocuteurs du ministre de l'Agriculture. C'est difficile de le déterminer, et c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas contre le lobbying. Le lobbying même peut être une avancée démocratique, dès lors qu'il permet d'éclairer les politiques. Mais il y a un problème de transparence ici, c'est sûr. Alors, un mot tout de même sur ce que c'est, les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils sont dangereux pour l'environnement, pour la biodiversité? Alors, c'est un insecticide, effectivement, qui consiste à paralyser un certain nombre d'insectes qui présentent un danger pour certaines cultures. Et le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un danger simplement pour ces insectes ciblés, mais il peut y avoir un danger pour d'autres types d'êtres vivants. Évidemment, les abeilles. Donc, pendant quelques années, on a eu des doutes. Et puis, que ce soit au niveau français, au niveau européen, les agences qui sont en charge de ce dossier ont indiqué qu'effectivement, il y avait un lien de cause à effet entre cette famille d'insecticides, parce que c'est plusieurs molécules, et l'effondrement des abeilles. Et puis, effectivement, on craint aussi des conséquences pour les êtres humains. Oui, alors justement, il y a eu plusieurs études. Ces néonicotinoïdes seraient également toxiques pour l'homme. Quel danger, quel risque représente-t-il pour l'être humain? Alors, je fais très attention à mes mots, évidemment, puisqu'il faut se reporter à ces rapports. Pour l'instant, s'agissant des êtres humains, nous sommes dans des risques et il y a besoin d'investigation. On est dans l'anticipation de conséquences pour la santé qui pourraient être effectivement préoccupantes. Mais aujourd'hui, sur un plateau, dire c'est certain que l'exposition à ces insecticides... Ce n'est pas avéré. Voilà. On est dans une incertitude scientifique qui nécessite d'agir sans attendre la catastrophe. Pour les abeilles, on sait. Pour l'être humain, il y a des études qui sont en cours. Néanmoins, certaines études ont pointé le risque particulier pour l'enfant. Tout à fait. Il semble effectivement, ce sont ces études, alors je ne suis que juriste et pas médecin, que les enfants seraient un public, on peut comprendre aussi pourquoi, plus exposé à ces insecticides. Alors je rappelle que les néonicotinoïdes étaient jusqu'à présent utilisés de façon préventive, c'est-à-dire que chaque semence est traitée avant même qu'elle soit en terre. Maintenant qu'elles sont interdites, par quoi on les remplace? Par quoi les agriculteurs peuvent remplacer les néonicotinoïdes? Le problème, c'est que tant qu'on va poser cette question, on ne va pas sortir du débat. Ce n'est pas C'est une question majeure pour les producteurs aujourd'hui. On peut comprendre leur inquiétude là-dessus. Bien sûr, mais pour avoir bien connu la question lors du Grenelle de l'environnement, la question aujourd'hui, c'est pas par quelle chimie je remplace telle autre chimie. C'est par quel type d'agriculture, quel type de façon de cultiver, quel type de rotation, quel type de plante à quel endroit et quand. Grosso modo, c'est le problème de l'agriculture intensive qui est posé aujourd'hui, plus que de savoir est-ce qu'on va remplacer telle molécule par telle autre, dont on va découvrir 5 ans plus tard qu'elle a des conséquences également. Je vous pose cette question parce que c'est précisément l'explication qu'a donné le ministre de l'Agriculture ce matin. Carotte, oui. Non, exactement. Il disait aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas d'alternative suffisante. Il donnait l'exemple de la carotte des sables qui est cultivée dans la Manche. C'est le département où le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est élu. Dans la Manche, donc pour cette carotte, il n'y a pas de produit de substitution. Comment on fait, comment font les agriculteurs dans ce cas-là? Alors,
À très 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 court terme, il faut rappeler d'abord que l'interdiction arrive en vigueur en 2018. Donc il y a d'abord un sas pendant lequel les agriculteurs 2018, ont la c'est possibilité... demain, c'est le 1er septembre 2018, c'est dans un an. Certes, mais la loi date de 2016 et la discussion sur l'interdiction de cet insecticide, elle remonte même à 2007. Donc très sincèrement, ça fait quand même plusieurs années, personne n'est pris en traite sur cette affaire-là. Évidemment, on peut toujours attendre le dernier moment et puis dire « Ah, on n'a plus le temps ». La réalité des choses, c'est que ça fait un certain nombre d'années que certaines agences, ONG, pointent les méfaits de ces insecticides. Donc on n'attend pas le dernier moment. Il faut adapter, anticiper. L'État français est d'ailleurs là pour aider ses agriculteurs à trouver des solutions cas par cas. Alors justement, pourquoi, alors que la loi date de l'année dernière, alors que la France est précurseur en Europe dans ce combat contre les produits phytosanitaires, l'Allemagne aussi a pu... Pourquoi, alors que la loi elle a été votée, elle est passée, pourquoi certains tentent encore de revenir sur cette avancée? Comment vous l'expliquez? Quelles sont les forces à l'œuvre? Oui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait des forces de l'ombre qui soient dans les couloirs du Parlement. Je vous demande juste de nous expliquer pourquoi certains essayent de revenir sur cette loi. Parce que je pense qu'effectivement, ils ne l'ont jamais accepté. On a bien vu pendant les débats parlementaires sur la loi biodiversité qu'il y avait un certain nombre d'élus qui représentaient des intérêts, je ne sais pas exactement lesquels, qui s'opposaient à cette loi. Ça a été difficile de la faire voter, très difficile même. Malgré tout, certains députés se sont beaucoup engagés, comme Delphine Batho par exemple. Mais effectivement, ces groupes aujourd'hui continuent d'agir auprès du gouvernement, des élus, pour défendre leurs idées. D'ailleurs, on ne leur reprochera pas. Je ne dis pas qu'ils sont à l'œuvre aujourd'hui, je dis que depuis plusieurs années, ils ont la même position, qui est de dire on fait trop grand cas des risques liés à ces insecticides, attendons quelque part la preuve de leur extrême nocivité pour les interdire. Puis il y a une autre position qui dit non, on ne va pas attendre la preuve de cette nocivité pour les interdire, peut-être au cas par cas trouver des dérogations. Mais voilà, le problème, il est qu'il n'est pas du lobbying, il est de la transparence sur ce lobbying. Très rapidement, Arnaud Gossement, qu'en est-il de la question de l'épandage aérien? On sait que ça aussi, ça expose dangereusement les riverains des zones cultivées, que pour l'instant c'est suspendu. Tout à fait. Et on a entendu Nicolas Hulot, sur ce point-là, être très clair sur les épandages aériens. C'est pareil, les épandages aériens. Moi-même, en tant qu'avocat, j'ai pu défendre des personnes qui étaient opposées à ces épandages aériens. On ne contrôle pas un épandage aérien, surtout lorsqu'il n'y a pas de calendrier précis par avance et qu'on va épandre par temps de grand vent. J'ai vu ce type de situation. Il est très important que la France garde une position ferme sur ce dossier. D'abord pour les agriculteurs eux-mêmes, parce que c'est pas l'avenir et ça épuise leur sol en plus ce type de technique. Merci beaucoup. Merci Arnaud Gossement d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Arnaud Gossement. Merci à vous Saveria. Il est bientôt 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Emmanuel Macron pourrait réunir députés et sénateurs en congrès lundi 3 juillet pour donner un cap au Parlement. À la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe, l'opposition s'inquiète de l'effacement du Premier ministre et d'une monarchisation du régime. Le débat dans cette édition. C'est officiel, la République En Marche à son groupe au Sénat. François Patria a rassemblé une vingtaine d'élus, pour la plupart issus des rangs socialistes, en attendant de nouvelles recrues après les sénatoriales, mais sans avoir réussi à débaucher des parlementaires LR, UDI ou encore RDSE. Le détail dans un instant. Les premiers chiffres du chômage du quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'échappe pas à la règle. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité repart à la hausse en mai, avec une augmentation de 0,6%. Analyse à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag politique360. Je vous le disais à l'instant, le chômage a augmenté en mai. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a atteint en métropole 3,49 millions de personnes, soit 0,6%. Cela représente 22 300 demandeurs d'emploi en plus qu'avril. Samia Dechir. Pas d'éclaircie sur le front du chômage. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 0,6% au mois de mai. En tout, plus de 3,4 millions de personnes sont inscrites dans cette catégorie A. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi en catégorie C, celle ayant une activité réduite longue, a lui aussi augmenté, plus 0,7% en un mois. Le nombre de chômeurs en activité réduite courte, soit la catégorie B, a en revanche diminué de 0,9% au mois de mai. En tout, plus de 5,5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi, soit une augmentation de 0,3% sur un mois, toutes catégories confondues. Sur un an, cela représente une augmentation de 2%.
Nous vous en parlions la semaine dernière et cette fois c'est officiel. Un groupe En Marche va bien voir le jour au Sénat. François Patriat a rassemblé une vingtaine de sénateurs pour constituer un groupe autonome qui défendra la majorité présidentielle à la Haute Assemblée. Une liste sera déposée mercredi à la présidence du Sénat. Samia Dechir avec Quentin Calmy. C'est un premier groupe de 27 sénateurs qui dès demain vont afficher l'étiquette En Marche. En coulisses depuis plusieurs semaines, l'élu de la Côte d'Or, François Patriat, est à la manœuvre. Sur Public Sénat, le sénateur a expliqué la démarche. Il va y avoir des textes importants. Et le besoin qu'il y a, c'est un besoin de cohérence. Il faut que nous soyons ceux qui veulent soutenir le gouvernement, qui soutiennent la politique du Premier ministre et du Président de la République, doivent pouvoir être cohérents. Vous rêvez d'un groupe macroniste transpartisan? Moi, je rêverais demain d'un groupe qui, voilà, exactement, non pas d'un intergroupe, ça fonctionne pas très bien, mais d'un groupe qui réunisse tous ceux qui sont La République En Marche demain. Un groupe qu'il voulait ouvrir aux sénateurs de tous bords politiques, de Jean-Pierre Raffarin chez les LR à Didier Guillaume au PS. Finalement, ce ne sont que les sénateurs convertis dès la première heure qui devraient rejoindre ce groupe. Nicole Bricq, Parisa Chiari, des personnalités qui ont rejoint En Marche depuis plus d'un an. Seulement 2 républicains constructifs ont répondu à cet appel du pied. Les centristes ou encore les radicaux ont pour leur décliné l'invitation tout en expliquant vouloir soutenir la politique du gouvernement. Prochaine étape, renforcer ce groupe au moment des sénatoriales en septembre prochain. Nicolas Sarkozy avait été le premier à user de sa nouvelle prérogative et à convoquer le Congrès en juin 2009 pour défendre les lois qu'il souhaitait mettre en œuvre. Emmanuel Macron pourrait faire de même pour marquer le début de son quinquennat, grillant ainsi la politesse à son Premier ministre qui doit s'exprimer le lendemain devant les députés. Cécile Sixou. C'est le principe de séparation des pouvoirs. Une fois élu, le président ne peut plus se rendre ni à l'Assemblée ni au Sénat. Mais depuis 2008, il existe tout de même une astuce pour que le président s'adresse directement aux parlementaires. Il peut convoquer un congrès à Versailles. Une réforme voulue par Nicolas Sarkozy qui, lors de son élection en 2007, veut pouvoir communiquer directement avec les parlementaires. Moi, je souhaite aller très loin. Je souhaite que les pouvoirs du président de la République soient encadrés. Je souhaite qu'il y ait davantage de transparence de la présidence de la République. Il imagine donc donner au Congrès, qui vote déjà les réformes constitutionnelles et l'adhésion d'un État à l'Union européenne, une fonction supplémentaire, à savoir la possibilité pour le chef de l'État d'adresser directement un message au Parlement. La réforme constitutionnelle passe in extremis et a pour le moment été utilisée à 2 reprises par Nicolas Sarkozy justement en juin 2009 pour parler de la crise en Europe et défendre les lois polémiques de son gouvernement. Une possibilité institutionnelle également utilisée par François Hollande en 2015. 3 jours après les attentats de Paris, il annonce son souhait d'introduire la déchéance de nationalité pour les individus jugés coupables d'actes terroristes. Emmanuel Macron souhaite changer le caractère exceptionnel de la pratique en se présentant tous les ans devant le Congrès pour rendre des comptes au Parlement sur les avancées de son programme. Et on ouvre le débat dans Politique 360 avec mes invités sur ce plateau. Bertrand Mathieu, bonsoir. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1, auteur du livre Le droit contre la démocratie aux éditions L'Extenso. Merci d'être avec nous. J'accueille également Marc-Olivier Padis. Bonsoir. Vous êtes directeur des études de la Fondation Terra Nova. Thierry Fabre est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Challenge. Première question pour vous, Bertrand Mathieu, puisqu'on a vu l'opposition monter au créneau, dénoncer ce qui serait une monarchisation du régime. Pourtant, Emmanuel Macron ne s'en est jamais caché pendant sa campagne présidentielle en disant qu'il voulait s'exprimer une fois par an devant le Congrès. Écoutez, je crois qu'on est dans l'ordre des symboles. Ce qui, comme on dirait, interpelle dans cette affaire, c'est que le président de la République s'adresse aux parlementaires juste avant le Premier ministre, mais il est évident que d'une part, la Constitution lui en donne le droit, et que d'autre part, mais on développera peut-être cette question, la Constitution dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. En réalité, c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation du fait de son élection au suffrage universel et le gouvernement qui pour partie la conduit. Et je crois que finalement on retrouve dans cette chronologie d'une certaine manière ce symbole où le président déterminerait la politique et ensuite le Premier ministre expliquerait aux parlementaires la manière dont il va la mettre en musique. Marc-Olivier Padis, c'est vrai que Thierry Solaire a dit qu'il y a une forme d'hypocrisie que de laisser le président en dehors du Parlement, car ça vient d'être rappelé, on est dans ce système où c'est de l'élection du président de la République que finalement découle cette majorité parlementaire.
Oui, mais dans la campagne du candidat Macron, il n'y a pas vraiment de discours qui est porté sur l'équilibre des relations entre le président et le Premier ministre. On sait depuis plusieurs quinquennats que c'est quelque chose qu'on observe à chaque fois. Et à chaque fois, c'est un jeu un peu différent qui se met en place. Et ces derniers temps, avec des premiers ministres qui ont été plutôt faibles par rapport au président. Cela dit, sans que les présidents tirent beaucoup de bénéfices non plus de ce rapport de force favorable plutôt à l'Élysée qu'à Matignon. Donc c'est un peu étonnant de s'inscrire dans ce prolongement en fait des pratiques de Nicolas Sarkozy et François Hollande, alors que ça ne leur a pas tellement porté bénéfice. C'est étonnant ou finalement, est-ce que ce n'est pas surprenant de voir Emmanuel Macron aussi s'inscrire dans cette tradition très bonapartiste, on dit certains? Alors, on savait que c'était un chef. Quand on le suivait pendant sa campagne, à son QG dans le 15e arrondissement, on lui disait le chef. Très vite, donc il a été tout de suite chef de parti. Il était aussi chef de bande quand il était à Bercy. C'est sûr qu'on avait du mal à se projeter en disant est-ce qu'il sera autant chef quand il sera chef de l'État, et on a la confirmation, il est chef à 100%. Et moi j'aime beaucoup la comparaison qui a été faite de la présidence de Macron, d'une présidence managériale, de patron d'entreprise. On a l'impression qu'il commence à faire fonctionner un petit peu toutes les instances comme un PDG, qui a un directeur général qui applique la politique du PDG et qui a des patrons de département qui sont ses ministres et qui vont bientôt être évalués sur leurs résultats. Vous savez, il y a ce côté, on fixe une feuille de route et on voit ce qui se passe dans un an. Donc ça a un côté alors, qui peut choquer les puristes. Voilà, la place du Premier ministre, effectivement, si il se prend le 3 juillet un congrès à Versailles avant sa déclaration de politique générale, c'est un peu humiliant. Donc le chef va très loin. Mais enfin, il y a une cohérence d'aller jusqu'au bout. Et le point important, c'est quand on interroge les députés d'En Marche sur leur campagne, on les a aussi pas mal suivis à Challenge, ils nous disent, vous savez, les problèmes institutionnels, les Français, ils ne nous en parlent pas. Ils veulent des résultats. Donc voilà, l'important, c'est l'efficacité et que tout ça marche de façon cohérente. Alors que Vincent Martini nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, maître de conférence à l'École Polytechnique. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF. Vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est un côté manager, on peut dire aussi hyper président, si Emmanuel Macron s'exprime devant le Congrès lundi prochain. Il y a une dimension hyper président d'Emmanuel Macron qui rappelle Nicolas Sarkozy, bien sûr, et une sorte de Nicolas Sarkozy qui aurait réussi, dans le sens qu'il souhaitait, la réforme constitutionnelle de 2008, une réforme qu'il avait souhaitée pour donner au départ plus de pouvoir au président. Il se trouve que l'effet du dialogue avec les députés, avec le Congrès, avait mené à l'effet inverse. D'une certaine manière, on avait renforcé les pouvoirs du Parlement. D'une certaine manière, il y a cette tentation dans la Ve République très forte du président de la République d'outrepasser le pouvoir de son ministre. On sait que dans le texte de la Constitution, il y a presque une compétition induite entre le président de la République et le Premier ministre. On voit bien qu'Emmanuel Macron, dès le début du quinquennat, alors ne nomme pas Édouard Philippe son collaborateur, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy avec François Fillon, mais enfin l'esprit est quand même pas très éloigné, il lui fait sentir à de nombreuses reprises, on voit bien la logique de la Ve, le président doit affirmer son pouvoir et il l'affirme aussi contre le Premier ministre. Bertrand Mathieu. Mais j'ajouterais qu'on est dans une situation qui n'est pas vraiment nouvelle, même si on va au-delà de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Il faut se souvenir que Valéry Giscard d'Estaing adressait à Raymond Barre tous les mois une lettre en lui fixant son programme de travail. Ce qui était peut-être moins voyant que ce qui risque de se passer dans les jours qui suivent, mais ce qui obéissait quand même à la même logique. Est-ce que ça remet en cause quand même l'équilibre des pouvoirs, selon vous, Marc-Olivier Padis ? C'est sans doute un peu tôt pour le dire. Moi, l'impression que j'ai, c'est que l'équipe gouvernementale est quand même très composite, puisqu'on sort de quelque chose de très nouveau. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens venus de la société civile, et que le Premier ministre n'a peut-être pas le poids nécessaire pour faire l'unité de cette équipe. Et par conséquent, avec ce discours, j'ai l'impression que c'est un peu le président Macron qui va installer la cohésion du groupe. Il faut relever aussi quand même le casting gouvernemental. Il n'y a plus d'opposants à Emmanuel Macron. Il n'y a plus de poids lourds. Souvenons-nous François Hollande et un certain Arnaud Montebourg qui dénonçaient dans les colonnes du Monde la politique suivie par l'Europe et donc la France. Ça s'est terminé avec la sortie de François Bayrou. Il a les mains libres. Il n'y a plus d'opposition, c'est un gouvernement d'experts.
Donc je reviens à ma comparaison avec l'entreprise. Mais la grande question sur l'hyper-présidence Macron, ça va être, est-ce que cette présidente va être celle de Nicolas Sarkozy qui s'occupait de tout, dont les conseillers à l'Élysée surveillaient tout. Et ça a été un peu le travers aussi de François Hollande, dans certaines mesures étaient faites dans son bureau. Nous, les mesures économiques comme les allègements de charges des entreprises, le fameux CICE, a été fait dans le bureau de François Hollande. C'est pas son job. Donc la question de Macron, même si c'est le chef, est-ce qu'il va suffisamment déléguer quand même à son Premier ministre et à ses ministres pour que la machine fonctionne bien? C'est quand même ça la grande question. Vincent Martini, c'est vrai que c'est un côté aussi roi soleil, c'est peut-être le lieu qui veut ça, Versailles pour le Congrès. Vous êtes d'accord avec sur la question des poids lourds, ce qui est tout à fait passionnant par rapport aux présidents précédents, c'est que les présidents précédents devaient composer dans leur gouvernement avec des gens qui n'étaient pas de leur tendance. On se rappelle, François Hollande, très vite avec Arnaud Montebourg, devait quand même gérer quelqu'un qui avait été son opposant lors de la primaire. Pareil pour Nicolas Sarkozy, avec des tendances de la droite chiracienne qu'il avait dû quand même intégrer à son gouvernement pour une question d'équilibre au sein de sa famille politique. Emmanuel Macron n'a pas ce problème. Lui, il y a une famille politique qu'il a constituée autour de lui. Il y a des gens qui ne sont pas des opposants. Il n'a pas d'opposants parce qu'il n'y a pas de ligne. Il n'y a qu'une seule ligne, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et encore, cette ligne, elle reste à définir. Donc on ne peut même pas se positionner pour ou contre des éléments qu'il aurait mis en avant. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur la question de la présidence managériale. Il y a une dimension tout à fait aussi, je crois, significative qui va dans le sens de que vous dites, c'est le poids de la technocratie. On voit bien que nommer des ministres de la société civile, c'est aussi nommer avec eux des directeurs de cabinet extrêmement puissants qui vont en fait faire les vrais relais entre le cabinet du président de la République ou de Matignon et la ministre ou le ministre qui peuvent être réduits à faire de la figuration. C'est ce qu'on va voir un peu dans les prochains mois, c'est-à-dire est-ce que ces ministres de la société civile vont pouvoir outrepasser ce point incroyable de la technocratie auquel on s'apprête à être confronté dans les prochaines années. Excusez-moi, je complète juste. Le poids de la technocratie se voit dans les cabinets. Vous avez 50 personnes à l'Élysée, 50 personnes à Matignon, alors que les ministres ont des cabinets réduits à moins de 10. Et on voit bien que justement Matignon et notamment l'Élysée contrôle avec ses conseillers ministériels en nombre beaucoup plus important. Bertrand Mathieu. Oui, vous avez posé la question de l'équilibre des pouvoirs et on tourne un peu autour. Je crois qu'en effet, la question essentielle n'est pas l'équilibre des pouvoirs entre le président de la République et le gouvernement, ce qui devient une question même institutionnellement un peu secondaire, mais il y a en effet cet équilibre entre le pouvoir administratif et le pouvoir politique, et il y en a aussi d'autres. Il ne faut pas oublier que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le gouvernement qui l'est. Donc on va se trouver devant une situation un peu déséquilibrée où le président de la République, qui lui n'est responsable que devant le peuple, finalement, va s'exprimer devant un Parlement devant lequel il n'est pas responsable. Ça, c'est un premier déséquilibre. C'est un déséquilibre institutionnel, mais qui tient un peu la Constitution. Il y a un deuxième déséquilibre, qui, à mon avis, politiquement, mais c'est une projection dans l'avenir, qu'on est dans une situation un peu inattendue, dans laquelle il n'y a pas d'opposition politique. Et la séparation des pouvoirs, c'est aussi la séparation entre une majorité et une opposition. Or, et une opposition qui a vocation à un jour avoir le pouvoir. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition organisée. Il y a des oppositions parcellisées. Et je crois que c'est un problème aussi d'organisation du pouvoir. Ouais. Marc-Olivier Padis, c'est vrai qu'il y a déjà cette crainte d'un Parlement, ce qu'on appelle godillot. Maintenant, on nous dit qu'il y a une dénaturation des institutions de la 5e. Ça a été rappelé à l'instant. Normalement, c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Oui, mais l'attitude des nouveaux députés, on a connu un renouvellement peu commun. Et donc, on ne sait pas encore comment les députés vont réagir. Je pense qu'il y a des personnalités qui vont apparaître. Je pense aussi que certains clivages vont renaître. Là, on peut discuter de la logique des institutions. Elle est bien sûr très puissante. Il y aura aussi ce qui va se passer quand le gouvernement, inévitablement, va être confronté à des difficultés qui vont reclasser un certain nombre de sensibilités en fonction des thèmes. Donc, je ne sais pas. Je voulais aussi réagir sur l'équipe gouvernementale, sans qu'on puisse, à mon avis, complètement se prononcer. Mais je pense quand même le fait qu'il y ait des ministres issus de la société civile, comme on dit, ils ne sont pas des purs techniciens, ça leur donne aussi un poids parce qu'ils maîtrisent leur sujet. Je pense, disons, au ministère de l'Éducation nationale, à la justice, au travail, à la santé. Comme vous avez des ministres qui connaissent bien
les sujets qu'ils ont à traiter. On peut dire au contraire, ça relativise le poids du cabinet, parce que c'est aussi le reproche qu'on fait quand on met un ministre très politique qui arrive sur un sujet qu'il ne connaît pas du tout. On dit toujours, ah bah oui, mais c'est le directeur de cabinet qui va évidemment faire la politique parce que lui maîtrise, etc. Donc l'argument fonctionne dans les deux sens. Peut-être sur ce point, Vincent Martini. Juste vraiment en 2 mots, dans théorie vous avez raison, mais quand vous observez la personnalité des directeurs de cabinet qui sont nommés, on se rend compte qu'il y a un interventionnisme très fort de l'Élysée pour nommer des proches d'Emmanuel Macron, notamment au poste important, culture, éducation nationale, de gens qui soient proches du président de la République et qui aient un point auprès du président. Donc vous avez raison en théorie, dans l'absolu ça pourrait valoir dans les deux sens et on peut tout à fait se réjouir légitimement, démocratiquement d'avoir des ministres de la société civile, mais il faut regarder en sous-main un peu ce qui se joue et là on voit bien qu'il y a des logiques qui sont à la fois managériales, mais comme elles sont managériales, elles sont aussi centralisées et qu'on voit bien que le directeur de cabinet ou les cabinets jouent un rôle décisif pour que Emmanuel Macron continue à exercer un pouvoir qui sera présidentiel beaucoup plus que respectant, on va dire, la pluralité du gouvernement. Thierry Fabre, si on revient aux conséquences aussi sur Édouard Philippe, certains ont parlé d'une humiliation. Oui, alors c'est vrai, on en a déjà parlé tout à l'heure. Sur les ministres, c'est vrai que c'est important de savoir que les spécialistes, en posant la question, est-ce qu'ils peuvent s'opposer au Premier ministre ou au Président ? C'est vrai que peut-être les spécialistes ont plus de poids. Le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas tenu sa promesse sur certains ministères, en nommant des gens de la société civile ou pas, mais qui n'étaient pas des spécialistes. Madame Parly à la Défense, elle arrive totalement vierge dans ce domaine-là. On a également la nomination du ministre de l'Agriculture. Il y a un couac aujourd'hui, il n'a pas d'expérience agricole, alors qu'il avait fait cette promesse en disant maintenant, c'est fini, on ne nomme plus des gens qui n'ont pas d'expérience du sujet. Ça, c'est le premier point. Moi, je reviens ensuite sur l'Assemblée. Effectivement, le groupe à l'Assemblée va être sans doute beaucoup plus homogène, même si on ne sait pas quelles sont les sensibilités, parce que ça ne s'est pas construit dans un parti. Il n'y aura pas de frondeur, a priori, pas tout de suite. Pas encore, oui. Pas encore. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un groupe sans doute plus homogène. Et la grande question, c'est est-ce que ce groupe va vraiment devenir un petit contre-pouvoir en prenant au mot la promesse de Macron qui est de dire « je veux que le Parlement contrôle l'exécutif ». Il a promis de changer les pratiques en légiférant pendant 3 mois, en laissant le reste du temps le Parlement contrôler. Ça, c'est vraiment la grande question du quinquennat. Vous y croyez à ces possibles contre-pouvoirs au sein de l'Assemblée nationale? Pourtant, on a le sentiment que tout est verrouillé, même jusqu'au choix du président de groupe La République En Marche. Oui, je crois qu'en effet, le rôle aujourd'hui d'un Parlement, c'est de contrôler, beaucoup plus probablement que de légiférer. Le problème, c'est que le contrôle est l'œuvre essentiellement de l'opposition. Et c'est là qu'on va se trouver avec un problème. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'humiliation. Vous parliez de l'humiliation du Premier ministre. Je crois que, oui, sur le plan institutionnel, cette procédure ne pose pas de problèmes fondamentaux, mais elle risque d'en poser parce que d'un autre côté, il va y avoir des réglages difficiles. À partir du moment où le président de la République veut laisser au Premier ministre le soin de faire les arbitrages entre les ministres et de ne pas les faire lui-même, il est évident qu'il place le Premier ministre dans une certaine position de faiblesse et qu'on ne peut pas dire à la fois que l'on va renforcer le rôle et la fonction du Premier ministre et à la fois le mettre psychologiquement, j'allais dire, ou médiatiquement, dans une situation de relative faiblesse. Et c'est probablement un problème de réglage qui risque de se poser assez rapidement. Vincent Martini. C'est l'ambivalence, en fait, justement, des institutions de la 5e, dans lequel, quand même, Emmanuel Macron est très attaché à ces institutions. Encore un président qui ne souhaite pas changer le système institutionnel. Et donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a une logique institutionnelle qui va au-delà de lui-même. Et si, en plus, lui-même croit à cette hyper-présidence, et il a l'air de le croire, ce qu'il appelle la présidence jupitérienne, qui a une double dimension. C'est une dimension de pouvoir. Jupiter, c'est le roi des dieux. Mais c'est aussi une dimension de communication. On se rappelle du livre de François Bazin sur Jacques Pilan, qui avait inventé cette expression d'une présidence qui ne s'exprime pas beaucoup. Mais là, encore une fois, on retrouve le désir de verrouiller. Très clairement, on voit dans ces premiers pas d'Emmanuel Macron une volonté quand même d'imposer un certain nombre de règles et une tentation un peu autoritaire, c'est peut-être un trop gros mot pour la qualifier, mais une tentation un peu très dirigiste en tout cas. Très clairement, il ne souhaite pas se laisser imposer par quiconque, quelle que soit une décision, et certainement pas par son Premier ministre. On voit bien d'ailleurs qu'Édouard Philippe, là, pour l'instant, a fait des premiers pas qui sont timides. Si vous me permettez un mot, mais vraiment un mot, on avait beaucoup dit que la Ve République était morte, et je crois que l'on peut constater en tout cas que la Ve République se porte bien et qu'elle s'adapte à la situation politique. Je ne sais pas si elle se porte bien. En tout cas, elle est maintenue vivante par les présidents de la République qui refusent de la réformer. Marc-Olivier Padisson, c'est vrai que depuis sa prise de pouvoir, le 7 mai, on a le sentiment qu'il s'est glissé dans les habits du monarque républicain. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, effectivement, ce qui est surprenant, c'est la malléabilité de cette Ve République qu'on a cru... sa force. À chaque fois, on dit, cette fois-ci, la Ve ne pourra pas s'adapter, et on retrouve finalement des capacités d'adaptation, de souplesse tout à fait étonnantes. Mais moi, ce qui me surprend tout de même, c'est que tout ce qu'on a décrit de l'attitude du président de la République le conduit à s'exposer énormément. Et ce que je ne vois pas bien dans le dispositif actuel, c'est les mécanismes de protection du président de la République. En se mettant à ce point-là au premier rang, c'est lui aussi qui va prendre la foudre, non plus la foudre lancée par Jupiter, mais, et donc, alors que le Premier ministre, tout de même, dans les institutions, peut servir de paratonnerre, pour filer la métaphore pour le président de la République. C'est ce que j'avais dit dès le départ, c'est que pourtant il a l'observation des deux précédents qui n'ont pas non plus finalement bénéficié de cet effet de protection, et ça, je ne m'explique pas bien cette situation. Ouais. Alors, il y a un très bon livre sorti sur le sujet qui s'appelle Poison présidentiel, écrit par Guylaine Ottenheimer de Challenge, mais qui avait bien posé le sujet parce qu'elle avait regardé en quoi la concentration du pouvoir et l'hyper-président a un impact négatif, notamment sur les réformes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit qu'un président s'occupe de tout, c'est pas bon, et ça nuit à l'efficacité. Et c'est vraiment la grande question d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être justement l'hyper-président qui va réussir à bien faire fonctionner la machine et à ne plus s'occuper de tout? Parce que c'est la tentation. On a bien vu Nicolas Sarkozy, c'était caricatural. On avait des conseillers qui étaient des ministres bis, qui s'exprimaient dans les médias. Alors justement, il a l'air d'avoir compris, au moins sur le plan de la communication, en verrouillant tout ça, alors qu'au du temps de Sarkozy, tout le monde parlait. Mais c'est vraiment le point clé quand tout remonte à la tête, au bout d'un moment, la tête pourrit et les réformes ne passent plus. Donc c'est quand même la grande question. Ouais, Vincent Martin, c'est vrai que ça va même à l'encontre de sa conception très libérale, cette souveraineté qui semble s'exprimer. Ah oui, mais il faut revenir à l'interview qu'avait faite Emmanuel Macron au journal l'hebdomadaire Le 1 en 2015, lors de laquelle il avait déjà repris, ce qui est assez surprenant pour un jeune candidat, un homme politique, la critique de Claude Lefort sur la question du siège de la démocratie. Vous savez, Claude Lefort, c'est ce philosophe qui disait « En démocratie, le lieu du pouvoir est un lieu vide », c'est-à-dire qu'il n'est pas incarné contrairement aux dictatures ou contrairement à la monarchie. Et en fait, Emmanuel Macron avait dit c'est pas vrai, peut-être qu'il faut réfléchir à cette question de l'incarnation. Il est très conscient, Emmanuel Macron, de la question de l'incarnation. Je dirais même qu'il en a une obsession. Il parle très facilement des rois. Il a une espèce de lecture d'histoire de France dans laquelle il voit vraiment le président comme ce roi, ce monarque républicain, expression un peu qu'on retrouve à chaque fois dans les médias et dans la bouche de beaucoup de commentateurs. Mais fondamentalement, je crois qu'il est même obsédé par cette idée-là. Et c'est là où la question du dosage de l'incarnation en démocratie, c'est ça la clé. C'est là où il faut faire attention. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Le libéralisme, c'est une conception des rapports sociaux et c'est une conception économique. La question de son rapport au pouvoir, ça, c'est une dimension qui, je crois, a très peu à voir avec le libéralisme lui-même. Ouais. Il n'y aura plus aucun garde-fou, Bertrand Mathieu, si il s'expose autant. Il reste toujours un garde-fou, parce qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs la plus forte est probablement entre le pouvoir politique et le pouvoir des juges. Et reste cette séparation des pouvoirs, dont on a vu d'ailleurs très rapidement les manifestations avant l'élection et après l'élection. Ça ne concernait pas les mêmes. Et je crois que ce contre-pouvoir-là reste. Mais si on considère le libéralisme, la formule n'est peut-être pas très juste, mais si on considère que le libéralisme, c'est aussi la limitation du pouvoir, la séparation des pouvoirs, je crois qu'on a toujours beaucoup de mal en France à trouver un équilibre entre la démocratie, qui est le mécanisme de légitimation du pouvoir, et le libéralisme, qui est une forme d'exercice du pouvoir. On a eu probablement un pouvoir très faible précédemment, et là, on risque d'avoir par un coup de balancier un pouvoir fort. Mais je crois que là où nous sommes tous un peu en attente, me semble-t-il, dans les propos que nous tenons, c'est de savoir où va se fixer ce point d'équilibre entre... On se rappelle par exemple que François Mitterrand défendait la question du pluralisme. Il était obsédé par cette question du pluralisme. Dans les premiers discours en 81-82, il parle beaucoup de son attachement au pluralisme, au contre-pouvoir, et pourtant ça a été un président, alors lui très jupitérien, bien avant Emmanuel Macron. On voit bien que cette tension qui existe, comme vous le dites, dans la Ve République. Marc-Olivier Padis, pour conclure, ce point d'équilibre, où est-ce qu'il pourra le trouver, Emmanuel Macron, selon vous ? Dans l'invention de la pratique, il faudra bien qu'il trouve ce point d'équilibre. Mais à mon avis, ça va dépendre beaucoup des thèmes qui vont être traités.
Si on commence sur le travail, bon, la loi sur la rénovation de la vie publique, elle n'a pas d'impact à mon avis très fort, mais le fait que le premier gros sujet, ce soit quand même sur le travail, et que là, il accepte de jouer le jeu de la négociation avec les syndicats, avec beaucoup de rencontres, avec un calendrier précis, donc il laisse quand même le place à ce qu'on appelle la démocratie sociale. Là, c'est plutôt un signe qui va dans le sens contraire, et donc plutôt un bon signe. Bien, merci Marc-Olivier Padis, merci Vincent Martini, merci à vous Bertrand Mathieu, merci à Thierry Fabre. Merci. On en vient maintenant à ce rapport du Sénat qui concerne le patrimoine immobilier. Chaque année, l'État vend, vous le savez, une partie de son patrimoine. C'est une manne financière sur laquelle le Sénat s'est penché et ses conclusions sont plutôt alarmantes. La Haute Assemblée tacle en effet une mauvaise gestion. Explication, Jérôme Rabier. À vendre, bâtiment exceptionnel situé en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. Ces 8300 mètres carrés composés de salles de cours, d'amphithéâtres et autres bureaux sont actuellement occupés par l'école Agro-Paris-Tech. Si le prix est pour l'instant inconnu, c'est la direction du patrimoine immobilier, bras armé de l'État en la matière, qui s'occupe de la cession. C'est un bien qui est occupé aujourd'hui par une école qui va aller sur le plateau de Saclay. Et de fait, la cession du bien va contribuer au financement de réinstallation de cette école sur le plateau de Saclay. Nous ne les cédons pas pour avoir de l'argent, nous les cédons parce qu'ils sont devenus inutiles. Chaque année, c'est environ 500 millions d'euros qui sont ainsi récupérés et réinvestis pour de nouvelles constructions, pour rénover d'autres bâtiments ou tout simplement les mettre aux normes. La logique est aussi à la rationalisation. Les sénateurs qui se sont penchés sur la question reprochent toutefois à la direction du patrimoine immobilier une méconnaissance de l'ensemble du parc. Faux, répond l'institution. L'État connaît son parc immobilier. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'État tient un inventaire physique et comptable de son parc qui est soumis à la certification de la Cour des comptes et qui est certifié. Il faut dire que c'est plus de 100 millions de mètres carrés qui sont gérés, des bureaux, des établissements d'enseignement, mais aussi des tribunaux, des commissariats ou encore des terrains et voies ferrées. Un ensemble d'actifs valorisés à 60 milliards d'euros dans les comptes de l'État. La direction du patrimoine immobilier pourrait désormais évoluer dans ses missions, notamment en développant la location au détriment de la vente, clouant le bec aux détracteurs qui l'accusent de brader le patrimoine de l'État. Et justement, je vous propose d'écouter la réaction de Thierry Carcenac, sénateur socialiste à l'origine de ce rapport qui tacle, vous venez de l'entendre, la mauvaise gestion par l'État du patrimoine immobilier. Il est au micro de Tamtrani. Thierry Carcenac, bonjour. Alors, votre rapport coécrit avec Michel Bouvard est assez sévère avec l'État. Vous estimez qu'il connaît mal son patrimoine immobilier. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés ? Nous sommes rapporteurs avec Michel Bouvard, effectivement, d'un sujet qui est important, c'est celui du patrimoine de l'État. Alors, la connaissance, nous l'avons à peu près. C'est moins la connaissance du patrimoine que sa qualification. C'est-à-dire qu'avec actuellement tous les problèmes que l'on peut rencontrer en matière énergétique, par exemple, l'État ne connaît pas suffisamment son patrimoine. Finalement, le problème, ce n'est pas seulement la connaissance du nombre de mètres carrés, mais c'est la qualification, vous nous dites, de ce patrimoine. Beaucoup de travail a été effectué, effectivement, par l'État. On a à peu près tout le patrimoine. Mais la connaissance des biens n'est pas là. Et ensuite, vous avez un autre problème, c'est que vous avez d'une part un travail qui a été effectué avec la direction immobilière de l'État, d'une part, mais vous avez encore les ministères qui ont la main sur leur propre patrimoine. Effectivement, vous pointez du doigt dans votre rapport un manque de cohérence. Chaque ministère a son patrimoine à gérer. Ça pose des problèmes économiques aussi, budgétaires ? La situation budgétaire de l'entretien du patrimoine, puisqu'il y a eu une baisse de 7% des crédits, ressort à peu près à 128 millions. Et on voit très bien qu'à partir de là, ça ne permet pas d'entretenir notre patrimoine. Et donc derrière cela, c'est de trouver les moyens de pouvoir y remédier. On ne peut pas simplement vendre des biens. Il y a d'autres façons de procéder et parmi celles-ci, on a repéré comment faisaient les autres pays. Nous sommes allés voir ce qui se passait en Angleterre, nous sommes allés regarder ce qui se passait en Italie. L'une de vos préconisations, c'est d'ailleurs de multiplier les baux amphithéotiques. Ça vient de votre observation des autres pays ? Quand il y a du patrimoine exceptionnel, plutôt que de le vendre et d'avoir peut-être 30, 40, 50 millions d'euros, il vaut peut-être mieux le louer sous forme de bail amphithéotique et avoir des revenus qui permettent ensuite d'entretenir l'autre patrimoine. Alors, un mot sur peut-être la direction du patrimoine immobilier qui a été créée relativement récemment. Est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis la mise en place de cette direction ?
Je pense qu'avec cette direction, on va dans le bon chemin. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout de ce que l'on aurait pu faire. 2016 a été la création de la direction de l'immobilier de l'État. Mais derrière cela, il faudrait maintenant aller plus loin. Et nous sommes à une période qui permet peut-être cela. Le changement de gouvernement nous permettra peut-être d'aller vers une étape supplémentaire et peut-être vers une société immobilière de l'État. Vous parlez donc de changement de gouvernement. Gérald Darmanin, le ministre, s'est particulièrement intéressé à votre rapport. Vous allez le rencontrer la semaine prochaine avec le co-rapporteur Michel Bouvard. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Nous allons lui dire que c'est un moment opportun pour pouvoir remettre à plat et peut-être aller plus loin dans la gestion de ce patrimoine. Les collectivités locales sont amenées à devoir entretenir leur patrimoine, faire en sorte qu'il y ait une accessibilité pour les handicapés, de faire en sorte que dans le cadre de l'énergie, il y ait des économies d'énergie qui soient faites. Et lorsque nous sommes ici dans le Sénat, nous voyons bien que des bureaux vont être rénovés dans ce sens-là. C'est la même chose au niveau du patrimoine de l'État. Il faut le faire et je pense que c'est un moment opportun et c'est ce que nous allons dire au ministre. Merci beaucoup Thierry Carcenac d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir, rendez-vous à 22h avec Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée et à demain, 18h.